Maintenant, parlons un peu du phénomène bien connu de dette-déflation, décrit par Irving Fisher dans les années 30. Alors, le phénomène de dette-déflation, ça le dit un peu dans le titre, il survient lorsqu'il y a deux ingrédients dans l'économie en général. Il y a beaucoup de dettes, donc les gouvernements sont très endettés, les ménages sont très endettés, les firmes, les entreprises sont très endettées, etc. Et il y a un choc qui plonge l'économie en déflation, c'est-à-dire en inflation négative. Donc, c'est-à-dire que les prix baissent, hein, il faut le rappeler, là. Les prix baissent de façon absolue en général. Donc, le prix des maisons baisse, le prix des voitures baisse, le prix du terrain baisse, le prix des biens-services en général baisse, même peut-être le prix de la nourriture baisse. Ça varie, mais... Donc, il y a plein de choses dont le prix baisse et donc l'IPC a tendance à baisser, c'est-à-dire que l'inflation est négative. Alors, lorsque quelque chose comme ça survient, on va avoir plusieurs phénomènes qui apparaissent. Donc, le premier, c'est que les dettes en circulation, donc si j'ai une dette, supposons que j'ai une dette de 500 000 par rapport au prix des biens et services, bien, si les prix baissent et que ma dette reste la même, si les prix baissent, les prix baissent, mais que j'ai la même dette qu'avant, bien, tout ceci augmente, c'est-à-dire qu'il y a hausse du fardeau réel des dettes. Donc, l'exemple classique serait, donc, prenons un exemple, j'ai une dette hypothécaire de 500 000 OK? La valeur de ma maison, on va prendre un exemple simple. Là, supposons que c'est, je ne sais pas moi, mettons, on va prendre le cas facile, exactement pareil. Donc, le ratio est 1, c'est-à-dire ma dette est égale à la valeur de marché de ma maison. OK? Donc là, mon ratio, c'est 1. Maintenant, la valeur de marché de ma maison diminue à 250 000. Là, je prends un cas extrême là, pour que ce soit clair. Okay. Donc, 250 000. Alors là, soudainement, mon ratio d'endettement est 2. C'est-à-dire que j'ai la même dette qu'avant, mais mon collatéral, qui est ma maison, vaut beaucoup moins, 2 fois moins, là, que ma dette. Et donc ça cause des problèmes parce que là, il y a des exigences où les dettes doivent être remboursées pour couvrir le manque de collatéral. Donc là, qu'est-ce qui arrive? Liquidation d'actifs. Liquidation d'actifs, c'est-à-dire que les gens vendent leurs actions, leurs autres terrains, leurs chalets, etc., même peut-être leurs voitures, pour arriver à combler le manque à gagner. Okay? Donc ça engendre des baisses de prix dans les marchés des actifs, je parle, dans les marchés des actifs financiers et réels, donc maisons, terrains, actions, etc. Et ça entraîne des effets de richesse négatifs, c'est-à-dire que les gens, soudainement, ceux qui avaient des actifs dans leur poche, là, ils subissent des pertes de capital, des pertes de patrimoine, si on veut. Et donc là, ça crée du stress, puis les gens font plus attention. Okay? Ensuite, donc liquidation d'actifs, n'est-ce pas? Ensuite, ça augmente les faillites. Donc les gens disent, bien, je ne peux pas te payer tout ça. Les entreprises, même chose, je ne peux pas payer. Et donc, il y a des faillites en cascade. OK? Ensuite, il y a évidemment baisse de profit, parce que les prix baissent. Et donc, tout ça combiné, bien, ça fait réduire la consommation, n'est-ce pas, des ménages et l'investissement des entreprises. Okay? L'investissement privé, incluant l'immobilier, mais pas que ça, machines et matériel, tout ça. Et donc, tout ça combiné, bien évidemment, ça engendre une baisse du PIB. Il y a donc hausse du chômage. Et les gens anticipent des baisses de prix. Donc là, je rajoute, donc anticipation de baisse de prix. C'est-à-dire que PA, l'inflation anticipée, est négative. Et donc ça fait quoi? Bien, si j'anticipe que les prix vont baisser, je réduis encore plus ma consommation maintenant parce que je vais consommer plus tard quand les choses vont être moins chères, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Et donc, ça amplifie l'effet baissier sur le PIB. Donc, la consommation baisse, l'investissement baisse, les gens anticipent plus de baisse, donc ils coupent maintenant
Ça anticipe l'effet négatif, ça augmente encore plus le chômage et ça se met à se nourrir tout seul. Et donc là, la faiblesse des ventes et le ralentissement économique fait que les entreprises veulent écouler leur stock. Il y a encore plus de baisse de prix. Et dans le marché du travail, on peut représenter le marché du travail. Marché du travail, comme ceci. Donc, on a la quantité de travail. Donc, vous pouvez penser nombre d'emplois, par exemple, heures travaillées, quelque chose comme ça. Okay? Et le salaire réel. Le salaire réel. Salaire réel. Le salaire réel, c'est le salaire nominal qu'on met souvent comme W sur P. Donc, le salaire nominal, c'est pour wage, en anglais, ça vient de l'anglais wage, et genre 20 de l'heure, par exemple. Alors, si je suis payé 20 de l'heure et qu'un lunch coûte 10 bien, je suis payé 2 lunchs. Donc, mon salaire équivaut à 2 paniers, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on appelle ça le salaire réel. Alors, qu'est-ce qui arrive en temps normal? Bien, on va mettre la quantité de personnes qui veulent travailler comme passablement fixe, c'est-à-dire assez inélastique. Bon, dans les faits, elle est un peu penchée vers l'avant, comme ça, positivement. Mais on va la mettre passablement verticale, elle est assez inélastique. Ça, c'est les gens qui veulent travailler et qui peuvent travailler. Donc, les gens qui travaillent, les gens qui veulent travailler, etc. C'est l'offre de travail ou les gens qui s'offrent dans le marché du travail. Okay? Et la demande de travail provient des employeurs. Okay? Donc, les postes à combler, là, ça provient de la demande de travail. Ils demandent des travailleurs. Okay? Ils demandent des gens pour travailler, pour combler les postes. Et donc, on part du point ici, équilibre à un certain salaire réel, n'est-ce pas? Et là, il y a une récession. Une récession, ça diminue la demande de travail parce qu'on a moins besoin de produire. Et donc, la demande de travail diminue et il y a donc baisse de quantité demandée de travail. Donc, ça, c'est les emplois qui sont à combler. Et ça, c'est les gens qui veulent travailler. Donc, on va mettre, tiens, ça, c'est les gens qui veulent travailler ici. Et ça, c'est les emplois à combler. Donc, il y a hausse du chômage, comme naturellement. Généralement, à court terme surtout, court-moyen terme, les salaires ne bougent pas à la baisse. Donc, les gens résistent des baisses de salaire, ce qui, évidemment, ça se comprend, mais en même temps, ça engendre des problèmes de chômage. Si les salaires s'étaient ajustés ici, au salaire d'équilibre, le chômage n'aurait pas bougé, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas plus de chômage qu'avant. Il n'y aurait pas de déconnexion entre nombre de postes à combler et gens qui veulent travailler. Alors maintenant, ce qui arrive encore plus lorsqu'il y a dette-déflation, c'est que les prix baissent. Et donc, le salaire réel augmente, n'est-ce pas, comme on disait tout à l'heure. Donc, les prix baissent. Donc, j'ai le même salaire qu'avant. Donc, j'ai le même salaire qu'avant, 20 de l'heure. Mais au lieu que les lunchs coûtent 10 pour un équivalent de 2 paniers par heure, bien là, soudainement, je fais 20 de l'heure, mais les lunchs coûtent 5 Donc, baisse de prix, n'est-ce pas? Baisse de prix. Et donc, là, je suis payé 4 paniers par heure. Et donc, ça, ce que ça fait, c'est ceci. Donc, il y a hausse du salaire réel, et donc, il y a encore plus de baisse du volume d'emploi. Il y a baisse du volume d'emploi. Le nombre de personnes qui veulent travailler est à peu près inchangé. Bon, peut-être qu'il augmente un peu, mais en tout cas, il reste à peu près le même. Et donc, il y a exacerbation du problème de chômage. OK? Donc, ça, c'est le phénomène de dette-déflation. Là, les prix baissent plus, le chômage augmente, il y a moins de consommation et d'investissement, et ça tourne comme sans fin. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'éviter le plus possible les périodes prolongées de déflation, surtout en présence de beaucoup de dettes. Okay? Donc, parce qu'en présence de beaucoup de dettes, le phénomène de dette-déflation peut survenir vraiment et engendrer une espèce de spirale qui s'auto-entretient, et qui peut durer 20 ans et plus là, à purger. Donc, c'est très